Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois un artiste éclectique, un auteur, compositeur et conteur inclassable, un drôle d'oiseau, quoi. Le bal des oiseaux, ça vous dit rien? C'était il y a 30 ans. Bonjour Thomas Fersen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Sur KTO, de retour sur KTO, Oui, puisque vous êtes déjà venu nous visiter il y a quelques années, à l'occasion de l'apparition de votre premier roman, Oui. bien nommé Dieu sur Terre. Ça tombe bien, sur KTO, aux éditions bien nommées également Iconoclaste, avec un spectacle qui l'accompagne, que je suis allée voir, avec beaucoup de jubilation et de réjouissance, parce que c'est vraiment un super moment qu'on passe. C'était au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet à Paris, et en ce moment, vous êtes en tournée avec ce texte, qui est effectivement inclassable. Enfin, il reprend vos codes, votre univers, vos chansons. Alors, c'est en octosyllabes. J'ai compté, il y a 106 petits chapitres, comme des petites chansons, et qui racontent donc l'histoire de Dieu sur Terre, qui est finalement votre grand frère, on peut le dire, fictif, ou il ne faut pas le dire. C'est le frère de mon héros, parce que c'est pas une autobiographie. C'est pas une autobiographie, mais il y a quand même des éléments un peu autobiographiques. Bien sûr, comme dans tous les livres, non? Ouais. Alors, justement, donc la composition de ce livre, racontez-nous un petit peu, est-ce que c'est plus proche du roman de Renard ou de la chanson de Roland transposée au XXIe siècle? C'est un roman d'apprentissage qui est écrit en vers parce que le héros de ce livre décide à l'issue, enfin pendant la fin de son école primaire, d'écrire en vers, mais en vers dévergondés, parce qu'il a entendu une chanson de Cordegarde et que cela éblouit. Le ton, la liberté de ton de cette chanson l'a ébloui, donc il a une soif de liberté telle qu'il décide de tenir son journal avec ce langage, dans cette oralité. Voilà. Et donc, il décide d'écrire en octosyllabes, en vers, mais son quotidien, surtout ses pensées, les choses qu'il imagine. En quelque sorte, il recrée le monde dans sa chambre et aussi sa spiritualité, puisqu'il a beaucoup d'imagination. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vous, quand même, vous disiez, c'est pas complètement autobiographique, mais on vous retrouve beaucoup, non? Je lui ai prêté une partie de ma mémoire, parce qu'il me fallait un matériau, une base de départ pour après la dilater, l'augmenter, la forcer. Et donc le résultat n'est absolument pas autobiographique. D'ailleurs, il y a des personnages qui n'existent pas, des pensées qui ne sont pas les miennes, enfin beaucoup de choses qui ne m'appartiennent pas et que je lui ai prêté par fantaisie parce que ça m'amusait beaucoup. Voilà, j'ai voulu faire un objet singulier en écrivant ce livre. Comment avez-vous procédé? Comme avec vos chansons? Parce qu'écrire en octosyllabes, c'est... Oui. On entend le parolier. Absolument. C'est-à-dire que quand s'est posée la question du style pour l'écriture d'un roman, évidemment, c'était une question complexe pour moi et j'ai fini par me dire qu'au bout de plusieurs années de réflexion, qu'il fallait que je continue dans le style que j'avais forgé depuis mes débuts d'auteur-compositeur il y a 30 ans et que ce serait un peu étrange d'aller chercher autre chose finalement. Donc on met tout de soi dans le style, la vérité est dans le style, donc autant j'ai pu changer de nom, brouiller les pistes, apparaître assez peu médiatiquement, enfin du moins mon visage, j'ai toujours aimé le goût du secret, etc. Autant dans le style, j'ai toujours dit toute la vérité, enfin dans la façon d'écrire. Je pense que c'est vraiment un des derniers endroits où on dit la vérité, c'est dans qui on veut être. C'est dans le style. Après, ce qu'on raconte, d'abord la mémoire, on se ment à soi-même. La forme plus importante que le fond, ou qui explique le fond, qui raconte le fond. Dans le style, il y a le fond. Voilà. Et le signifiant et le signifié. Oui, et je pense que après ce qu'on raconte, après, vous savez, même si j'avais voulu écrire quelque chose de plus fidèle à ma biographie, j'aurais été certainement tout aussi éloigné, parce qu'on se ment à soi-même énormément. Enfin, je veux dire, Et puis, j'ai pas le goût de ça, j'ai pas le goût de raconter ma petite histoire personnelle qui, pour moi, n'a pas d'intérêt. J'ai plus le goût de l'imagination, de la création. C'est ça qui me... C'est extrêmement créatif.
Oui, c'est ce qui me Et c'est un rend... goût que vous transmettez. D'ailleurs, je vous propose de lire un petit extrait. Oui, je peux le comme faire ça. Vous le connaissez de tête? oui, parce que... Oui, parce que sur scène joue aussi, sur vous scène, connaissez donc, les passages entiers, bien sûr. Voilà, donc c'est un passage qui concerne le titre, puisque Dieu sur terre, c'est le frère du personnage. Donc, le grand frère. Le grand frère, qui est toujours mieux, qui réussit mieux, qui plaît davantage aux filles, qui est le préféré des parents. Et ce personnage n'existe que dans l'imagination de l'auteur. Parce qu'on a besoin de ce double. Voilà. Enfin, du moins, lui a besoin de ce double, de se créer ce double-là. Et il y met toutes ses peurs, ses rancœurs, ses difficultés, ses frustrations. Il faut matérialiser tout ça et dans un frère imaginaire. Pour lui, c'est ça. Donc mon frère à la maison, mon frère, c'est Dieu sur terre. Il a toujours raison, on n'a plus qu'à se taire. Tout ça parce que monsieur a eu les amygdales. Moi, je sais qu'il va mieux. Ces vieilles paires de sandales, ces vieilles paires de bottines, ces pompes à l'agonie, c'est moi qui les termine, c'est moi qui les finis, jusqu'à ce qu'elles soient mortes. Le matin, on lui porte son déjeuner au lit, bien qu'il soit rétabli depuis plusieurs semaines. Il est convalescent, il ne faut pas qu'il se surmène. Ce genre de scarlatine, en y réfléchissant, doit être contagieux. Moi aussi, mes tartines, je veux qu'on me les porte au pieu. Mais lui, c'est un artiste, et ses mains de pianiste, il doit les préserver. Le pauvre, on croit rêver. Je finis ses calbutes, je finis ses caleçons. Quand il y a une dispute, c'est nous de toute façon, c'est jamais lui qu'on blâme, toujours nous qui payons. Tout ça parce que madame a eu les oreillons. Parce que c'est Dieu sur terre, que moi je n'ai rien eu, sauf une verrue plantaire, car je marchais pieds nus. Génial. Incroyable. Vous disiez que c'est issu d'un long travail de maturation. Ça a pris beaucoup de temps pour accoucher de ce livre-là. C'est-à-dire pour me mettre à l'écriture, oui. Après, j'ai écrit quotidiennement, dans la jubilation et le plaisir de l'écriture. Ça se sent. Oui, je pense que c'est une joie. La création est une joie que j'aime goûter, évidemment. Contagieuse, en l'occurrence. Oui, je pense que c'est contagieux. Ouais. Quand on a du plaisir, le plaisir se communique, oui. Donc j'ai écrit quotidiennement, essentiellement le matin tôt, en commençant assez tôt, jusque vers midi, tous les jours. Et donc, effectivement, j'ai progressé comme je progresse, comme si j'avais écrit une longue chanson. Oui, c'est ça. De façon quand même un peu anachronique, j'ai reconstruit. Et ça a pris combien de temps? Presque 3 ans. J'ai, disons 2 ans et demi, et puis après il y a encore eu 3 mois de correction. J'ai rencontré des difficultés énormes. J'ai rencontré des grosses difficultés parce que j'ai voulu transposer mon oralité dans l'écrit, ce qui est évidemment une contradiction en soi. Surtout quand on écrit en vers, puisque dans mes vers, puisque je suis dans l'oralité, on ne respecte pas les règles du vers classique. En premier lieu, les règles du muet. Et donc, un ami écrivain m'a dit, mais Thomas, mais tes vers, là, ils font 7 pieds, 9 pieds, 8, 11, ça va pas. Alors, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais dans l'oralité, je n'y avais même pas pensé, ce qui peut paraître une évidence. Je me dis, mais à partir du moment où tu les présentes en vers et qu'ils sont sur une feuille, on va lire les muets. Je me suis lancé dans des justifications en vers. Enfin, le personnage, à travers lui, de son choix d'écrire en vers. 9 mois plus tard, je retrouve ce même ami, il me dit « Mais enfin Thomas, mais ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas, etc. » Bon, et j'en passais des nuits blanches quand même, parce que j'ai eu l'idée, au bout d'1 an et demi, j'avais déjà beaucoup écrit, devant la menace de devoir tout jeter, eu l'idée, de dos au mur, de tout coucher en prose. C'est-à-dire que mes vers, au lieu de les présenter en vers, je les présentais en prose. Les rimes étaient là, la musique était là, mais on ne lisait plus nécessairement les muets puisqu'ils étaient... donc quand on lit un livre qui est en prose, on ne lit jamais les muets mentalement. Bon. Je retrouve ce même ami qui me dit « Mais enfin Thomas, tu ne trompes personne, on voit bien que ce sont des vers. » Et là, c'est un ami. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est un ami. Et là, je rentre chez moi, désespéré à nouveau, sachant... Et donc, je réécris pendant 3 mois le livre en respectant les muets.
Parce que je ne pouvais pas le faire que sur un texte pour pouvoir en juger. Il me fallait quand même de la longueur. Je réécris une grande partie du livre, pas tout le livre, mais une grande partie. Et là, en le relisant, j'ai dit, mais le livre est mort. Le personnage n'est plus là, il ne peut pas s'exprimer comme ça, c'est pas possible. Et donc, je suis retourné à ma forme première. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup, vous l'aviez gardé, vous n'avez pas tout effacé. Oui, ah, non, je suis revenu aux formes antérieures. Enfin, le problème, c'est qu'en réécrivant tout, en respectant les... Mais j'ai fait des trouvailles. Donc, il a fallu, que je réécrive une troisième version avec les trouvailles que j'avais faites, évidemment. Ça a été... C'est très compliqué quand on écrit un texte et qu'on doit l'apprendre, ce qui est mon cas, parce qu'il a fallu que après je l'apprenne pour le théâtre. Vous n'avez pas tout appris, parce que c'était non, quand même. Mais c'est que le texte était mouvant, parce que je l'ai transformé pendant longtemps, et même après, pendant la correction, j'ai encore fait des changements. C'est très difficile pour la mémoire. Ça, la mémoire, elle a besoin de quelque chose de fixe. Quand vous lui faites ce coup bas, elle n'aime pas ça du tout, elle vous restitue les anciennes versions, elle mélange, etc. C'est très, je me suis vraiment donné du mal. Là, vous respectez le texte. Là, maintenant, je respecte le texte définitif. Définitivement. Oui, à l'article près, oui. Oui, c'est vrai, on l'entend d'ailleurs, parce que je l'ai lu et je l'ai entendu. Donc, enfin... Oui, je respecte. Maintenant, il est écrit, ça y est, la mémoire, la mécanique de la mémoire le restitue. Oui. Sur chacun de ces petits chapitres, je les ai comptés, 106 quand même. Lequel est votre préféré ? Vous avez peut-être un petit bonbon parmi oui, il y en a plusieurs, mais j'aime beaucoup celui où le personnage, lors d'un examen... dit à ses examinateurs de le laisser partir. Il souffre trop et c'est trop pour lui. Il demande à partir alors qu'ils sont pleins de compassion pour lui. Il y en a un des deux qui veut l'aider, mais c'est trop pour lui, il faut qu'il parte. Et il part. Il sort de l'école, il sort avec son échec. Et il est dans un état de dénuement total. Voilà. Et ça, c'est ce passage-là réussit à m'émouvoir quand je lis. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions dans chacun de vos textes. Il y a une vraie histoire, un vrai conte, une fable, avec un début, une fin, une morale. Oui, il se laisse assez peu aller à l'émotion en général, parce que comme il le dit au début, chez lui, on ne parle pas d'amour, l'amour, non, c'est pour les neuneux. Et donc, il n'a pas aucune complaisance pour lui. Et il va toujours de l'avant, malgré ses échecs répétés et ses difficultés. Il continue à aller avec une espèce de foi inattaquable dans l'existence, quoi. Il continue à aller de l'avant et c'est pas un nostalgique non plus, il se plaint pas. Voilà. Alors vous parlez de foi, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mots qui proviennent du vocabulaire religieux. Absolument, oui. Merci le pape, baptême, hostie, testament. Enfin, il y en a d'autres aussi. Oui, justice du Père. Absolument, parce que le livre s'appelle Dieu sur terre. Donc, évidemment, ce personnage se crée sa propre mystique dans sa chambre, comme s'il avait un besoin de se recréer une religion qui n'existe pas chez lui, puisqu'il est dans un environnement qu'il ne pratique pas. Enfin, du moins, tout ça doit perler, je ne sais pas d'où, mais en tout cas, il est... et j'ai voulu aussi, moi, m'amuser en faisant des références, évidemment, à certains grands thèmes de la religion, notamment à Jésus à un moment, puisqu'il parle de son frère. Mon frère, ce type est un extraterrestre, il est lunaire, il marche sur l'eau, etc. Il ne se rend pas compte qu'il dit ça. Il ne se rend pas compte mais j'aime beaucoup ça dans la littérature, quand les héros marchent dans les pas des grands mythes. C'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé. Pourtant, je les connais mal, les grands mythes, mais je trouve que ça, c'est quelque chose de profondément humain, bouleversant dans l'humanité. C'est le fait qu'elle se répète dans des mythes, quoi. Ça, je trouve ça je trouve ça bouleversant. Est-ce qu'il y a certains de vos textes qui pourraient devenir de futures chansons pour un prochain album ? Alors, ils ne sont pas construits en couplet-refrain, donc il y aura encore du travail à faire. En tout cas, il faudrait les transformer un peu, à moins de ne pas faire de couplet-refrain. Mais je pense que la chanson a ses règles aussi, très rigides, très, très contraignantes, sous son apparence de légèreté.
Et pour y parvenir, il faut respecter des règles assez strictes, oui. Oui. Donc, ces textes ne rentrent pas complètement dans... Peut-être. De temps en temps, je me mets à penser à un autre spectacle, d'autres spectacles qui seraient tirés de ce livre, avec peut-être l'idée que j'avais eue, enfin que j'ai en ce moment, je n'ai pas du tout travaillé sur cette idée, mais c'est de mettre en chanson certains textes. En chanson, du moins, de les chanter. De les chanter sans les transformer en chansons, couplets-refrains, mais de les chanter. Parce que pour l'instant, dans le spectacle que je donne, qui s'appelle donc Mon frère, c'est Dieu sur terre, les textes sont accompagnés de musiques tirées de mon répertoire, des musiques qui avaient été arrangées par Joseph Racaille, qui a fait beaucoup d'arrangements pour mes albums, et pour ce petit quatuor que j'ai reconstitué, violon, accordéon et guitare. Je dis quatuor parce que le violon joue le violon 1, mais l'accordéon joue le violon 2, le alto et le violoncelle. Donc j'ai reconstitué un petit mariage comme ça, populaire et bourgeois, dans un quatuor inédit, mais que j'aime beaucoup parce que ça correspond tout à fait à l'environnement et du personnage, puisqu'il est dans cet environnement-là. C'est vrai que ça fonctionne très bien. On va passer à la deuxième partie de cette émission, Thomas Fersen. C'est la partie où je m'éclipse. Et exceptionnellement, pour vous, je vous propose 4 mots. Ça, c'est pas exceptionnel du tout, mais pour vous, c'est exceptionnel puisque j'ai choisi 4 mots qui font figure d'en-tête. Oui. D'accord. Voilà, j'en ai choisi 4. À vous de nous les commenter, de nous les colorer, de nous les raconter. À tout de suite. Je vous ai choisi des mots qui sont des titres de chapitres de votre livre. Voici le premier, doublure. On parlait tout à l'heure du fait que vous soyez quelqu'un d'un peu caché, mystérieux, qui aime peut-être les masques, car Thomas Fersen n'est pas votre vrai nom. Non. Non. Alors la doublure, effectivement, dans le livre, il en est question, puisque c'est mon polochon, mon traversin, qui est la doublure de ma petite amoureuse, du chien qui n'existe pas, de la bête fauve que je terrasse sur mon lit. Donc effectivement, la doublure, c'est très important. C'est un sac que l'on remplit avec son imaginaire. Alors, quand j'ai choisi ce pseudonyme de Thomas Fersen, il y a bien longtemps, c'était à l'automne 86, le sac était vide et pour moi ne représentait rien. Je n'avais même pas le sens de ce que ça pouvait devenir. C'était vraiment quelque chose qui pouvait même ne durer qu'une semaine. Et puis, ce nom est resté parce que je l'ai mis sur une des premières cassettes que j'ai envoyées dans une maison d'édition pour proposer mes chansons, enfin quelques chansons que je chantais en français, en anglais au départ. Et ce nom a commencé ce sac, donc, avec écrit Thomas Fersen dessus, a commencé à se remplir petit à petit, puisqu'il a continué à avoir son existence et j'ai rencontré des gens, ma vie s'est faite sous ce nom. Et alors, il faut rappeler votre vrai nom, François-Louis Gontard. Absolument, c'est bien cela. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi Thomas Fersen? Je crois que Thomas, ça vient de Thomas Boy de Thomas Mann. Alors, un peu les deux. Disons que c'était un prénom que j'avais entendu dans ma jeunesse, qui était assez peu donné, assez peu porté, et qui me plaisait beaucoup. Il avait une résonance romanesque. Thomas. Alors Thomas, c'est un nom aussi qui est international, qui se dit en allemand, en anglais, en français, en espagnol aussi, et enfin d'autres langues. Et donc ça me plaisait aussi pour cette raison-là. Et Fersen c'est-à-dire que Thomas ouvrait des perspectives, quoi, voilà. Et Fersen, eh bien, c'est mon père qui m'a qui m'a proposé de prendre ce nom-là. Je pense qu'à l'époque, il lisait la biographie romancée de Marie-Antoinette par Stefan Zweig.
Je ne sais pas si je prononce bien. Et il m'a dit à l'époque, je me souviens ces mots, il m'a dit c'est un nom qui est dans l'inconscient collectif. C'était le favori de Marie-Antoinette, voilà, Axel de Fersen, un conte suédois. On a même, on pourrait, plus ou moins de certitude, pensé que c'était son amant. Quand j'ai associé Thomas Fersen me semblait un nom romanesque. Et comme j'ai le goût du romanesque, j'ai intuitivement adopté ce pseudonyme. Enfin, encore une fois, je ne savais pas très bien ce que ça allait faire. J'avais un futur, enfin, une vision sur le futur qui était extrêmement courte. Et ça sonne très bien aussi, on s'en souvient. Oui, c'est un beau nom. Thomas Fersen. Tout le monde se souvient de votre prénom et de votre nom. Même les gens qui ne savent pas forcément ce que vous faites. Tout le monde vous connaît finalement, sans vous connaître. On est toujours sur ce mot de doublure. Dieu sur Terre, c'est une doublure aussi. Ce grand frère fictif, c'est vous-même. Oui. Je pense que tout ce que le héros de mon livre fabrique avec son imaginaire, évidemment, existe en lui et donc est lui-même. Vous savez, c'était Robert Noisneau qui m'avait dit ça. Il avait dit « Toutes mes photos sont autobiographiques ». Mais oui, parce qu'on se projette toujours dans ce qu'on fait, dans ce qu'on crée. On se reconnaît dans ce qu'on imagine. Et je pense même que c'est là où on est le plus proche de ce qu'on est vraiment. Parce que l'imagination, quand même, c'est l'intime, c'est la vérité intérieure. C'est pas fait exprès. C'est joliment dit. Donc effectivement, c'est vous-même. D'un autre côté, pour connaître un tout petit peu votre biographie, je crois que vous avez 2 grandes sœurs, c'est ça? Oui. Donc pas de frères. Non. Est-ce que c'est pas un grand frère que vous auriez aimé avoir quand même? Non. Non. Non, moi j'ai grandi j'étais dans une école qui n'était pas mixte, donc j'étais dans un monde de garçons. À la maison, mon père était moins présent, évidemment, il travaillait, ma mère aussi, mais était quand même plus présente, donc j'étais avec mes 2 sœurs, donc plutôt un monde de filles, de femmes. Je me souviens avoir souvent choisi comme copain un grand gars costaud, l'opposé de moi-même, et qui lui aussi devait trouver en ma personne quelque chose qui lui plaisait, parce que moi j'étais assez vif et j'avais de l'imagination et je crois, j'amusais. Un copain fantôme? Mais il y avait des vrais aussi, quand même. Ah! Vous êtes le dernier. Vous aviez donc 2 grandes sœurs et donc j'imagine aussi le chouchou de sa maman. Absolument. Ce qui transparaît dans ce livre aussi. Oui, même s'il prétend même que c'est si son... là c'est le Dieu sur Terre qui est le chouchou, mais comme c'est vous. Voilà. C'était vous le chouchou. Oui, absolument. J'étais le roi à la maison, ma mère m'avait couronné et donc et après évidemment quand je suis sorti de sa cuisine, je me suis rendu compte que je régnais que sur sa cuisine. C'est déjà pas mal. C'était déjà formidable. Ouais, ma mère m'a donné une confiance. Je sais pas. Je parlais tout à l'heure de la confiance. J'ai une confiance qui devrait normalement aurait dû être complètement démentie par mes capacités. Si j'avais évalué mes chances, j'aurais été découragé tout de suite. D'ailleurs, je refusais de le faire sans doute pour cette raison. Mais j'avais une espèce de foi, mais qui est inexplicable dans ce que je pouvais faire, même si je connaissais l'échec vraiment de façon fréquente. Et je pense, c'est pas beaucoup d'explications, mais que c'est ma mère qui m'a donné cette confiance en moi. Sans non plus que je sois un monstre de vanité. Ça tombe bien, ça nous amène petit à petit vers notre 2e mot. Et c'est le mot, vous parliez de foi, c'est le mot vocation. La vocation. Qui ouvre votre livre. Alors c'est un petit peu insolent, évidemment, comme tous mes titres, il y a toujours un réflexe de désobéissance et d'insolence. Je pense que ce personnage est profondément épris de liberté et tout ce qui représente un dogme, quel qu'il soit, est trop pour lui. Et pourtant, il a des dispositions, mais pour
Mais il a besoin, ce besoin de se créer ce monde intérieur, de s'émanciper de tout et voilà. Donc c'est un petit peu insolent. Cette vocation, ce sera pour lui d'écrire dans ce style dévergondé son histoire. Voilà sa vocation. Votre histoire. Et c'est aussi, vrai que... oui. Parce que racontez-nous ce qu'on lit dans le livre. Donc, vous étiez élève d'abord à Julien Lacroix, puis à Jacques Decour, dans ces quartiers de Ménilmontant, Pigalle, qui sont vos quartiers. Hein, Thomas Fersen. Oui. Vous, dans la vraie vie, vous avez obtenu un BTS électronique, c'est ça? Absolument. Vous êtes devenu câbleur. Oui. Mais dès l'âge de 15 ans, vous aviez cette vocation. Vous avez commencé à rêver de comédie, à faire ça dans votre chambre, la musique aussi, et puis la guitare de votre mère. Racontez-nous un petit peu. Pas 15 ans, j'ai commencé à jouer la comédie dans ma chambre. J'avais 7 ans, 6-7 ans, aussi loin que je puisse remonter. Je faisais dans ma chambre du théâtre sans le savoir. Je n'avais pas nommé mon activité et je n'avais pas fait le lien non plus avec le théâtre que mes parents m'ont emmené voir à la Comédie Française une fois, une pièce de Molière, mais je n'avais pas fait le lien. Pour moi, j'avais inventé quelque chose qui était... Je ne nommais pas. Et les premières choses que j'ai créées, ce sont ces histoires que j'incarnais. Vous voyez, j'utilise toujours un vocabulaire particulier. Et après, j'ai commencé à écrire. Parce que j'avais le goût, évidemment, j'avais le goût du langage, tout de suite. Et puis, j'ai commencé à écrire parce que j'avais lu, je me souviens, j'avais été très marqué par le livre de Roger Martin Dugard, Les Thibauts. Et... à la suite de cette lecture, je me suis lancé dans l'écriture d'un roman qui n'a pas dépassé la première douzaine de pages. Mais enfin, dans mes souvenirs, mes premiers souvenirs d'essais, de création comme ça, c'était l'écriture et le jeu. La musique est arrivée plus tard. La musique est arrivée parce que mes parents m'ont inscrit au lycée Jacques Decour dans le 9e arrondissement et il se trouve que c'était le quartier de l'amour et des magasins et de la musique. Donc il y avait ces instruments dans des vitrines qui me fascinaient, qui m'aussi, je sentais bien qu'il y avait une ouverture sur des perspectives nouvelles pour moi. Et j'ai convaincu ma mère qui m'a accompagné et nous sommes allés acheter une guitare pour mes 14 ans. Enfin, j'avais un peu plus. Voilà, c'était... Et la musique est donc arrivée après. Et elle a pris le pas, elle a chassé la lecture, l'écriture. C'était la période de l'adolescence. J'ai eu un rejet des livres. Je lisais très peu. Et puis, je me suis lancé dans la chanson tout de suite. Je ne savais pas jouer, mais la première chose que j'ai essayé de tirer de cet instrument, ne sachant pas jouer, c'est une chanson. C'était pas d'être soliste. Donc voilà, après j'ai pris des cours, je me suis quand même amélioré. C'était pas difficile de s'améliorer, je partais de zéro. Et voilà. Et... Donc d'abord guitare, ensuite piano et ukulélé. D'abord guitare pendant quelques années, j'étais guitariste, puis j'ai été bombardé chanteur à cause de cette voix qui plaisait. Bon, moi je pensais pas que c'était une voix de chanteur, mais les autres copains me disaient mais si, voilà, c'est toi qui vas chanter. Bon, tout j'ai ça chanté. c'est bien raconté dans votre livre. C'est raconté. La guitare aussi. J'ai chanté, oui, je lui ai prêté une partie de ma mémoire à ce personnage. Beaucoup. Et donc, j'ai chanté, et puis il fallait écrire des paroles. Bon, j'avais quand même le goût de ça, mais j'ai recommencé à lire à l'occasion d'un voyage. J'avais 24 ans, donc c'est quand même tard, hein, 24 ans, et je suis parti, j'avais fait un voyage déjà à 23 ans, en partie tout seul en Amérique centrale, et là j'avais décidé de partir seul. J'ai pris un billet d'avion, je ne savais pas où j'allais, en Scandinavie, en Norvège exactement, et donc au moment du départ, j'ai pris La Montagne magique de Thomas Mann, que mon père essayait de me faire lire depuis des années, sans y parvenir, et je l'ai mis dans le sac. Et ce livre était un compagnon. Je me suis rendu compte que c'était ça, la littérature. C'est que je n'étais pas seul, puisque j'avais ce livre avec moi, les personnages du livre, l'écrivain qui me tenait compagnie. Et en rentrant de ce voyage, j'ai donc
commencé à écrire des textes en français pour des textes qui ont été remarqués, puisqu'on m'a donné l'opportunité de faire un premier 45 tours qui n'a absolument pas eu de succès, c'était en 88, et qui m'a même, grâce auquel je suis entré en contact avec l'industrie du disque, et ça ne m'a pas plu. J'ai vraiment cru que je m'étais fourvoyé, que ça a été assez difficile pour moi, parce que c'est quelque chose que je pensais aimer, et finalement non. Donc j'avais quand même là, combien j'avais, 25, 26, 27 ans, bon, c'était 25 ans, 26 ans, ouais. Et puis j'ai fait du piano-bar, parce que j'aimais quand même jouer. J'ai fait du piano-bar, mais enfin un piano-bar singulier, puisque c'était au sous-sol d'un restaurant thaïlandais derrière la place Clichy. Et là, j'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier parce que je me produisais sur une scène, vraiment... Enfin, sur une scène, non. D'ailleurs, j'étais assis, les gens ne me regardaient pas. Je faisais un métier de service. Les gens dansaient, ce qui n'était pas de ma personne. Il fallait simplement que j'anime la soirée avec mes chansons. Enfin, les chansons que je reprenais. Et puis, un petit peu, de temps en temps, une chanson à moi que je glissais comme ça dans le répertoire. Et c'est là qu'est né... que j'ai appris mon métier, voilà. Et 5 ans après, c'est l'explosion avec le Bal des Oiseaux. Alors, comment ça s'est passé là, entre la place Clichy et le Bal des Oiseaux, révélation masculine, victoire de la musique 94 quand même. Alors ça a été assez vite parce que le piano-bar, c'était en 91. Hein, ça a commencé en février 91, ça n'a pas duré très très longtemps. Et puis j'ai fait mon premier album en 92. Donc c'était quand même assez rapide, relativement rapide à partir de là. 92, il est sorti en 93 et j'ai eu ce prix effectivement l'année d'après, puisque c'était pour l'année 93, en février 94. Voilà. Et désormais, on compte une quinzaine d'albums, Thomas Fersen. 16 même, je crois. Alors j'ai fait des albums... Le dernier étant, c'est tout ce qu'il me reste. Voilà, j'ai fait 11 albums studio originaux. J'ai fait un album de reprises au ukulélé de mes chansons les plus emblématiques. Et puis j'ai fait 3 disques live. Voilà, oui, ça fait ça. Votre préféré ? Je crois... Écoutez, il y a dans chaque album des chansons qui font partie de mes préférés, voilà. Mais effectivement, il y a eu une période un peu quand même... il y a eu plusieurs périodes, mais il y en a eu une, celle du monde, Pièce montée les grands jours, où c'était le moment où il y a eu un peu une explosion. Le 4e album et celui-là et celui d'après, voilà. C'était le moment Votre album de vos ça 40 fonctionnait ans. très très bien. Bon, c'était aussi avant au crépuscule de l'industrie, enfin maintenant l'industrie du disque a rebondi, mais à l'époque ça commençait à être la fin du CD, et donc après l'industrie s'est écroulée, et donc ça a été beaucoup plus difficile évidemment. En tout cas pour faire des disques, parce qu'il n'y avait plus d'argent. L'Acmé. Et on se souvient de la pochette d'ailleurs avec cette tête de porc sur les genoux. C'est ça, hein ? Oui, Ouais. alors ça c'était le photographe Jean-Baptiste Mondino qui avait toujours des idées. Il me voyait toujours avec des animaux plus ou moins bonne santé. C'est vrai qu'il y a tout un bestiaire dans Oui. votre univers. Oui, il y a plusieurs imageries, disons. Celle-ci est la plus visible, mais il y a les imageries qui sont manipulées par tous les gens qui sont dans enfin tous les conteurs, c'est-à-dire l'amour, les prénoms de femmes, la mort, les accessoires magiques, les objets investis d'une vie imaginaire, les croyances, tout ça, effectivement, sont des thèmes qui sont récurrents dans mes chansons, enfin, du moins des imageries que j'aime manipuler. Oui. Alors, comme on parle d'imagerie, enfin plutôt de croyance, voici le 3e mot, qui vient aussi toujours de Dieu sur terre, le mot hostie. Hostie. Alors, ma mère venait le soir nous donner, contre toutes les règles prônées par les dentistes, un petit ours en gélatine
Après le brossage des dents, c'est-à-dire on attendait dans notre lit, on attendait la distribution du petit ours en gélatine. Effectivement, j'ai appelé ce texte-là hostie, un petit peu encore par insolence, mais nous l'attendions religieusement, ce nounours. Vous le racontez très bien. Là, je veux parler de la vraie hostie, celle de la religion catholique, Alors, le corps du Christ. Oui. Je n'ai pas pratiqué parce que mes parents ne pratiquaient pas. Et donc, non, je n'ai jamais... Goûter une vraie hostie? Mais je me demande si ça m'est pas arrivé une fois, mais je suis pas sûr, non. Aucune pratique religieuse? Non, Des non, parents non. athées? Mes parents étaient athées et donc non, nous n'avions pas. Alors, par contre, nous avions un contact quand même, évidemment, à travers l'art, puisque mes parents aimaient beaucoup l'Italie et l'art, les peintres italiens. Ils aimaient beaucoup voyager en Italie, donc nous avons... Et ils avaient une prédilection pour les églises romanes, les petites églises de campagne. On en a visité des centaines. Donc... Ça, vous le racontez aussi. oui, je le raconte aussi. Et que ça vous fatiguait un peu. Oui, parce qu'enfant, moi, je voulais courir dans la lumière, je voulais courir, jouer, et mes parents nous emmenaient dans les musées, nous emmenaient visiter des lieux comme ça, Des églises, des lieux beaucoup historiques, d'églises. des églises, etc. Est-ce que vous vous êtes marié dans une église? Non. Vous avez été marié. Oui, Vous avez une fille aussi, je crois. j'ai 3 enfants. 3 oui. enfants. C'est vrai que vous êtes masqué, hein, caché, on ne sait pas tout. 3 enfants. L'aîné, Juliette? Oui, c'est Ah. ça, oui. Et les 2 autres? Ah, moi, je ne vous le dirai pas. Bien Vous en sûr. savez assez. Oui. Bon, on passe au 4e mot. Un mot qui va bien sur KTO. Le mot résurrection, qui Résurrection. figure aussi Tout à dans fait. Dieu sur terre, Tout à forcément. fait. Mais oui, parce que ce personnage se recrée comme ça, sa religion personnelle, ce qui... Donc, il se raconte des histoires, évidemment, et puis évidemment, la première victime de ces histoires, c'est ce frère imaginaire qui le fait mourir plusieurs fois, et donc il raconte que il venge ce frère perdu, et donc, à un moment, sa mère appelle à table, et donc il doit vite se remettre ses vêtements parce qu'il a pleuré, parce qu'il s'est roulé par terre, et donc il remet un peu d'ordre dans ses vêtements, et il court à table, et là, dans son style habituel, son frère lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fichu ? On t'attend depuis 3 heures, etc. » Et donc il dit « Mon frère était ressuscité. » Voilà. C'est vrai. Et vous, la résurrection, outre cette histoire, ce conte, ça vous parle? Est-ce que vous y croyez? Je suis sensible au sacré. J'ai le sens du sacré. Si Dieu existe, Dieu est dehors, dans les grands fûts de la forêt, dans l'ombre que la lumière perfore et dans le petit matin frais. C'est là qu'elle est ma cathédrale où parfois je suis habité. Voilà. Et puis aussi, je raconte ces extases du personnage quand son frère venait prendre un des jouets qu'il préfère et qu'il abandonnait ce jouet aux mains de l'autre. Il se sentait, il se sentait habité. Voilà, mais encore une fois, son approche de la religion est totalement libre de tout dogme. Enfin, pas de la religion, de la foi, de tout dogme. C'est-à-dire qu'il connaît l'extase, la joie, mais totalement librement, comme un petit animal.
Il, vous, Ah oui, oui, non, lui. lui. Lui, parce que si ça peut être moi, mais c'est un moi, qui est un moi lointain. La doublure. Qui était le mon moi, mais mon moi d'il y a 50 ans, donc il n'est pas plus réel que le moi, que ce personnage. Voilà. Et votre moi d'aujourd'hui? Mon moi d'aujourd'hui est toujours dans le... Je suis toujours sensible au sacré. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Votre moi d'aujourd'hui s'interroge-t-il davantage? Vous savez, j'ai toujours été habité par le doute. Mais je pense que je suis structuré autour du doute. Et ça me convient. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, bon... J'ai très peur des convictions. Oui. Les convictions, pour moi, je vais vous dire un truc peut-être qui va paraître assez dur, c'est que les convictions s'apparentent à la mort. C'est pour ça que j'ai toujours fui, ce qu'on a voulu, une définition de moi-même. Ça sonnait toujours comme une épitaphe. Qui est quelqu'un? On n'en sait rien, il est mouvant. Et c'est ça la vie, c'est le mouvement. Et donc les convictions, les certitudes, tout ça me semblait la mort elle-même. Le doute est vivant. Vous parlez de la mort, vous y pensez? La mort est très présente dans le livre. D'ailleurs, je te parlais tout à l'heure des imageries que je manipule. La mort est une imagerie que j'ai beaucoup manipulée. Bien sûr surtout dans le truculent funérailles, que vous jouez très bien aussi sur scène avec la mort de ce petit scarabée. Avec ces funérailles, oui, je fais. Parce que les enfants aiment, d'abord, ils aiment le cérémonial, les rituels, ils aiment oui. Donc le personnage il procède à l'inhumation d'un scarabée dans une boîte d'allumettes et il se pose beaucoup de questions philosophiques. Puisque à partir du moment où le scarabée est sous terre, il ne le voit plus et il doute. Il doute de son existence et de l'avoir vraiment vu. Et donc il le déterre pour vérifier, évidemment, le scarabée. Et une éventuelle résurrection, d'ailleurs. Oui, parce que... Vérifie s'il ne s'est pas envolé, s'il n'est pas parti. Voilà. Il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie, sinon il s'y doute. Et vous doutez? Moi, je doute tout le toujours. temps. Ah oui, je doute toujours, oui. Je doute. Je doute. Je n'ai pas... j'ai certaines idées, certaines convictions, mais qui sont sans cesse remises en cause. Enfin, qui demandent toujours à l'être. Elles sont, en ce sens, vivantes en moi. Ce ne sont pas des convictions mortes, scellées, figées. Elles ont besoin toujours d'être remises en cause par le doute. Et s'enrichissent de cette façon, s'orientent, c'est peut-être une quête de vérité que de penser de cette façon, je ne sais pas. Pas d'appréhension particulière sur cette finitude qui nous guette tous. Écoutez, je pense depuis longtemps que la mort est une des dernières expériences totalement vierges qui nous soit donnée. C'est rare quand on atteint un grand âge de connaître des expériences absolument neuves. La mort en est une. Et c'est l'ultime. Donc une expérience. La dernière, oui. La dernière. Mais quelque chose de frais en soi, de neuf.
Avec peut-être une suite. Le doute. Comment voulez-vous Eh qu'on oui. réponde que je réponde à ça? C'est difficile. Personne ne sait. Non, je pense qu'il faut croire en la vie qui nous est donnée et qu'il faut honorer par la création, par voilà, pour essayer de goûter la joie de l'existence. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Thomas Fersen, je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite. Alors Thomas Fersen, comment avez-vous vécu cette expérience? Moi, j'ai vécu bien. Enfin, je sais pas. J'ai pas eu de je me suis pas senti mal à l'aise. Non. Non. Vous avez Sinon, je serais l'habitude d'être parti. seul. Comment? Sinon, je serais parti. Non. Mais, non, j'ai l'habitude d'être seul. Oui, ah oui. 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 Je déteste pas. Et qu'on vous présente des mots, que vous parliez comme ça un peu dans le vide, les cabinets de psychanalyse, ça vous connaît? Non. Non. J'ai eu très peu d'expérience dans ce sens dans mon existence, non. Ce sont les livres qui m'ont sauvé, en fait, qui m'ont aidé à trouver des solutions à mes problèmes. Souvent, oui. Les livres et les mots, MOTS. Oui, les livres m'ont aidé à apporter beaucoup de clés dans mon existence. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu. C'est parce que j'y trouvais des solutions, du plaisir, de la compagnie. Vous disiez Roger de Martin Lugard, l'enrichissement. Thomas Mann. Il y a d'autres. J'ai lu beaucoup de auteurs livres dans mon fétiches. existence. Oui, il y en a, oui. Pour tout à l'heure, on parlait, par exemple, des personnages qui marchent dans le pas de grands mythes. Donc, je pense par exemple au livre de Michel Tournier qui s'appelle Éléazar, qui est l'histoire de ce migrant irlandais qui emmène sa famille d'abord sur la côte est des États-Unis, puis qui traverse pour finalement aller jusqu'en Californie. Et puis, tel Abraham, il meurt aux portes de la Californie, aux portes de la terre promise. Ça, moi, ça me fait pleurer. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours été. Mais les personnages communs, les petites gens qui s'inscrivent dans des grands mythes, ça, c'est quelque chose, moi, qui me bouleverse. Et je ne sais pas pourquoi. Aussi des personnages qui s'inscrivent dans des initiations, non? Oui. Le Thomas Mann, là, dont vous parliez, La Montagne Magique, c'est un roman d'initiation. Oui, mais c'est pas un roman qui m'a ému comme cette histoire-là de. Oui. Et aussi dans un autre roman de Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, quand il est le porte-enfant, là, ça m'émeut beaucoup. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas été au catéchisme, Je connais l'histoire religieuse à travers les romans que j'ai lus, puisque évidemment notre culture est totalement imprégnée de cette histoire-là. Et donc, j'étais pas récalcitrant à la découverte. À tout ça, à travers les livres. Au contraire, ce matériau, si j'ose dire, culturel, nous permet de raconter des histoires, de se communiquer, de s'entendre. Enfin, voilà, c'est une civilisation. Enfin, La Bible, vous l'avez lue? Je l'ai à la maison et je l'ai très peu lu. Non, j'ai beaucoup de lacunes, vous savez, j'ai beaucoup de lacunes. D'abord, je suis un autodidacte, moi. Je n'ai pas fait comme vous l'avez dit. Mes parents voulaient absolument que je fasse des études scientifiques. C'était leur génération. Alors qu'on était plutôt... on avait plutôt une inclination pour les lettres. Mais d'abord, mon père, bien entendu, parlait très bien, parle toujours très bien, et puis écrit toujours très bien.
Et puis il avait le goût de la littérature, enfin tout ça, plus que des maths. Hein. Mais nous, il fallait qu'on fasse des maths, donc on m'a poussé, puis j'ai fini par faire un BTS d'électronique, parce que je pensais que comme ça, j'irais travailler dans des studios, puisque j'aimais la musique, enfin bon... Et finalement, je suis un autodidacte. Mais qu'est-ce que fait un autodidacte? Il fait comme le petit garçon dans sa chambre. Il réinvente le monde. Il est obligé de tout réinventer puisqu'on ne lui a pas appris. Et c'est intéressant. Ça a ses limites, mais c'est intéressant de réinventer le monde parce que c'est une proposition supplémentaire au groupe humain. Voilà, c'est une possibilité de plus. En tout cas, il est joliment réinventé sous votre plume. Dans Dieu sur Terre, que je vous invite à lire aux éditions L'Iconoclaste, ou sur scène. En ce moment, vous êtes en tournée. On peut vous voir où en France? Il faut aller sur votre site. Oui, il faut aller sur le site. Oui, là, je ne saurais pas vous dire, mais je suis en tournée jusqu'à l'été 24 avec ce spectacle. Pendant un an. Voilà, vraiment réjouissant. C'est un poème de bout en bout, avec aussi quelques airs qu'on connaît de vos chansons. Merci beaucoup, Thomas Fersel. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous derrière vos écrans, comme d'habitude. Si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. À la semaine prochaine. Au revoir.